Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Actu en 7. Comme chaque fin de semaine, nous avons toujours le plaisir sur ce plateau de décrypter les faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Comme vous le savez, on n'a pas besoin peut-être de vous le présenter, mais l'actualité c'est l'affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr. Mais aujourd'hui, nous allons l'analyser sous l'angle de l'apaisement. Après une semaine de tempête ou quelques jours de tempête, en tout cas le Sénégal a failli basculer dans le chaos avec des manifestations un peu partout dans le Sénégal, ce qui a d'ailleurs amené le président de la République de s'adresser au peuple il y a quelques jours de cela, appelant à l'apaisement. Autour de cet appel, on peut noter plusieurs décisions qu'il a prises, notamment l'allègement du couvre-feu qui est passé maintenant de 21h à 0h. Donc, et puis il a annoncé ce mercredi lors du Conseil des ministres d'autres mesures, notamment la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il a aussi annoncé qu'il va recevoir une délégation de jeunes pour effectivement les entendre, parce il a dit lors de ce discours avoir compris les Sénégalais, notamment les jeunes, la jeunesse. Alors pendant ce temps, l'autre aile, notamment l'opposition qui s'est regroupée autour du mouvement dénommé M2D, continue donc à se radicaliser, appelant de toute façon à des manifestations. Aujourd'hui même, il devait tenir rassemblement à la place de l'Obélisque, pendant que certains d'entre eux estiment que le temps est à l'apaisement et qu'il faudrait peut-être poser d'autres jalons, continuer peut-être le combat politique pour ne pas en tout cas céder face à la pression du pouvoir qui, selon certains, veut empêcher certains leaders notamment à se présenter à l'élection présidentielle. En tout cas, c'est l'analyse que font beaucoup d'autres Sénégalais, beaucoup d'analystes, même au niveau international. Et avec ça, je crois que nous allons tout droit vers la paix. En tout cas, c'est ce que souhaitent tous les Sénégalais. Pour décrypter ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Mamadou Dieng. Il est le président du mouvement du parti Elexibir. M. Dieng, bonsoir. Bonsoir, Georges. Merci aussi le plaisir de recevoir M. Bouna Kanté. Il est membre de l'APR, cadre donc de ce parti. M. Kanté, bonsoir. Bonsoir Georges. Alors M. Dieng, vous avez vécu avec, comme tous les Sénégalais, cette semaine assez chaude au Sénégal. Chaud. Et comment vous l'avez vécu? Bon, je commence d'abord par te saluer mon contradicteur. Avoir une pensée pieuse pour évidemment ceux qui sont tombés pendant ces événements. Il semble qu'il y a 11 personnes qui sont décédées. Je partage cette douleur avec leur famille. C'est des gens qui sont tombés en combattant. C'est des combattants de la liberté. Donc je considère qu'ils ne sont pas morts pour rien. En arabe, on dit que c'est des shuhada, des shahid. Donc ils ne sont pas morts pour rien. Il faudrait que les parents les comprennent. C'est le prix de la liberté. Moi, je suis fier de la jeunesse de mon pays. Je regrette ces pertes en vie humaine parce que chaque vie perdue a son pesant. Mais le combat est comme ça. Il y a des combattants qui tombent. Mais encore une fois, il faudrait que la marche continue. Ceci étant dit, nous sommes heureux qu'il y ait cette décrispation. On a attendu le discours du président qui a tardé à venir. Mais il vaut mieux tard que jamais. Il s'est exprimé. Il a dit qu'il a compris. Mais je vous ai compris, nous le qualifions de souverainettiste. Pourquoi ce qualificatif? C'est parce qu'après, les arrestations, on peut se congoter, on continue de plus belle. On parle de 500 jeunes qui seraient actuellement recherchés dans les... Voilà, donc cette atmosphère, à mon avis, n'est pas de nature à baisser la tension, n'est pas de nature à croire en la sincérité du discours de Macky Sall. Je pense qu'il faudrait qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Cette affaire est quasiment internationalisée. Il n'y a pas une seule télévision, une seule radio à travers le monde qui ne parle pas de la situation du Sénégal. Pour la première fois.
que ce pays est indépendant depuis 1960. Et nous avons eu combien de présidents qui sont passés ici? On a eu des crises. Mais une crise de cette nature, de cette ampleur, le Sénégal ne l'a jamais connue. Même le 23 juin? Même le 23 juin, tous les autres, depuis nous on est d'une autre génération, et on a vu passer des crises depuis 68, on était jeunes, mais quand même on se souvient, il y a eu même des morts d'hommes, l'armée a tiré, mais il n'y a pas eu autant de victimes. On parle de 500 blessés, parfois des blessés graves. Si la France, qui est un partenaire du Sénégal, va jusqu'à vouloir dépêcher la marine française au Sénégal, c'est que c'est une situation très grave. J'ai entendu mon petit frère Abdou Mbow dénoncer la sortie d'Éric Zemmour, mais Éric Zemmour est quasiment le porte-parole de la droite française. C'est une source. Il a nié cette volonté des Français d'envoyer les militaires. À France 24, je l'ai entendu, mais il n'y a eu aucun démenti, ni du Quai d'Orsay, ni d'aucune source de française. Donc c'est tout à fait crédible, et c'est normal, parce que les intérêts français ont été tellement attaqués, et pour la première fois, que ce soit l'autoroute à péage, que ce soit les magasins, les intérêts français ont été ciblés. Il était, à mon avis, je ne dis pas que c'est normal, mais c'était prévisible que les Français quand même songent un peu défendre leurs intérêts. Donc il ne suffit pas de se cacher derrière son petit doigt en disant oui, la situation n'est pas grave, les Français ne voulaient pas intervenir, etc. Moi je pense que ce que l'invite que j'envoie au Macky Sall, c'est qu'il ne suit pas ces faucons là qui ont l'habitude d'être autour de lui et de lui trouver des ennemis partout dans le Sénégal. Même ses anciens compagnons du PDS avec qui il a quand même partagé des moments très forts. Nous nous souvenons quand il le forçait à voter sans carte électeur à Fatick, voter ces gens-là. C'est nous qui montions au chrono pour le défendre. Mais il y a une garde rapprochée qui est en train de le coacher et qui le conduit dans le mur. C'est à lui de comprendre que s'il y a des problèmes, ce sera à lui de payer les pots cassés. Moi, c'est l'invite que j'envoie au président Macky Sall en espérant qu'il va bien les entendre. Tout à fait. Nous y reviendrons. Alors, M. Kanté, du côté du pouvoir, vous avez frémi de frayeur ces derniers temps. Merci Georges pour cette invitation. Donc, je me joins à ces vraiment messages de condoléances qui vient de présenter aux familles qui ont été touchées par ces violences qu'on n'a jamais vues au Sénégal, effectivement, et à ce moment, je le rejoins. Je profite également de cette tribune pour vraiment saluer mon co-débatteur, M. Dia, qui a vraiment mis en avant le fait qu'on ait voulu vraiment faire appel à la France pour préserver les intérêts français. Mais avant de revenir sur ce propos-là, je voudrais d'abord revenir sur le discours du président Macky Sall, qui a été un discours responsable, un discours de chef d'État, un discours d'apaisement. Et c'est ça que les Sénégalais attendaient. Vous l'avez bien dit en préambule, mieux vaut tard que jamais, mais je pense qu'en tant que père de la nation, en tant que vraiment chef de famille, il devait parler, mais au bon moment, et c'est ce qu'il a fait. Et ce discours-là, je pense qu'a touché les Sénégalais. Parce qu'une fois qu'il est sorti, on a vu le climat social s'apaiser. Parce que le Sénégal est une république une et indivisible. Aujourd'hui, tous les Sénégalais épris de paix, de justice, doivent s'unir autour de ce discours et le vulgariser pour qu'on puisse avoir définitivement la paix au Sénégal. Parce que sans cette paix, on ne peut pas prétendre à un développement. Sans cette paix, on ne peut pas parler d'émergence. Sans cette paix, on ne peut pas aller à l'école. Sans cette paix, on ne peut pas éduquer nos enfants. Donc dans une société, la clé de voûte, le socle de cette société, c'est la paix. Et il a fait un message pour appeler les Sénégalais vers cette paix-là. Et je voulais saluer ce message qui est un message d'unité, de cohésion nationale. Et profiter de cette occasion pour saluer aussi le sang-froid des forces de l'ordre. N'eût été le professionnalisme, l'intervention judicieuse des forces de l'ordre, aujourd'hui on aurait frôlé l'hécatombe au Sénégal. Et ça, je tiens à le magnifier
autour de ce plateau pour dire que le discours a été un discours rassembleur et c'est ça le plus important. Mais au-delà de ce discours, il a bien dit « je vous ai compris ». Et « je vous ai compris », cette phrase-là a été suivie de mesures, de batterie de mesures. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, l'allègement du couvre-feu. Parce qu'au-delà de cette effervescence, je pense qu'il y avait d'autres revendications qui dépassent même le cadre du PASTEF. Parce qu'à un moment donné, effectivement, les Sénégalais étaient presque dans une sorte d'entonnoir, hein, si on a bien analysé les choses. Parce qu'au Sénégal, le secteur informel joue un rôle important dans l'économie. Ces gens qui devaient travailler la nuit, le soir, à un moment donné, ne pouvaient plus le faire. Ces familles, à un moment donné, n'avaient plus d'oxygène. Les jeunes qui veulent avoir des temps de loisirs ne l'avaient plus. Mais ces mesures-là ne sont pas sorties ex nihilo, parce qu'il y avait un contexte mondial qui avait motivé que le président, en relation bien sûr avec les professionnels de la santé, à prendre ces mesures-là. Parce que cette Covid-là a gangréné l'économie mondiale. Ce n'est pas spécifique au Sénégal. Et ça, il faut le rappeler. Donc le président n'a pas pris des mesures par plaisir, mais le président a été de jouer sur deux tableaux, la santé et l'économie, et avoir un équilibre. Aujourd'hui, si on met trop en avant la santé, l'économie va passer des moments difficiles, parce qu'on l'a vu avec des taux de croissance positifs de 7, 6 pendant plusieurs années. Et cela ne s'est jamais fait au Sénégal. On a frôlé la récession. On a eu un hivernage florissant avec des mesures qui ont accompagné cet hivernage pour qu'on puisse parler au moins de taux de croissance positifs. Donc ces mesures-là, il faut les saluer parce qu'il a dit aux jeunes « je vous ai compris » et aussitôt il a décidé de mettre en place une enveloppe de 350 milliards envers les jeunes. Cette journée de deuil national aussi, pour dire, voilà, les familles qui sont touchées, les familles victimes, je pense à vous. Et le jeudi 11, c'était une journée de deuil national. L'opposition aussi avait décrété ce vendredi, journée de deuil national. Oui, moi je ne parle pas pour l'instant de l'opposition, on va l'analyser après. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de comprendre que le président nous invite vraiment autour de la paix. Parce que le président a des marqueurs. Toujours, pour ces marqueurs-là, vous pouvez voir le dialogue, la cohésion sociale, l'équité territoriale, ainsi de suite. Ce sont les marqueurs du président. Aujourd'hui, on est tous surpris par cette violence qu'on voyait dans les autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que, effectivement, il y a la Covid qui est venue remettre en question les bases de notre solidarité nationale. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y avait ce trop-plein. Et les jeunes l'ont exprimé dans la rue. Il faut aujourd'hui avoir une analyse froide de la situation. Ouais. Donc maintenant, cette violence, on est tous des républicains, nous sommes des démocrates, nous sommes même des patriotes. Et le clivage aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition, le camp présidentiel. Mais les vraies questions, ce sont ceux qui sont épris de justice, ceux qui sont des démocrates, des républicains, qu'ils s'unissent pour faire face à ce camp qui veut exister par la violence. Parce qu'aujourd'hui, de quel bord que ça puisse émaner, nous ne pouvons pas cautionner la violence. Le Sénégal a été bâti par des pères fondateurs, d'illustres intellectuels, épris de liberté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas cautionner ces pratiques. Et je suis sûr que dans les camps du PASTEF, il y a des militants, il y a des responsables qui ne cautionnent pas cette façon de faire. Parce que dire on va incendier la maison d'un tel, on va tuer un tel, ainsi de suite, on est arrivé à un degré de violence que nous ne pouvons pas cautionner. Maintenant, cette violence-là, il faut savoir que nous la renvoyons aux Sénégalais. Parce que les entreprises qui ont été saccagées, ce sont des Sénégalais qui y travaillaient. Ce sont des pères de famille, grâce à cet emploi-là, qui arrivaient à nourrir leur famille. Aujourd'hui, si on saccage les stations d'essence, à peu près 70, mais ces pères de famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? La violence entraîne la pauvreté. La violence entraîne le recul démocratique. Et je pense que sur ces points-là, nous devons tous
nous ériger en sentinelle, assumer entièrement nos responsabilités pour dire qu'il y a des moyens pour s'exprimer et qui a été l'un des flambeaux qui a toujours caractérisé le Sénégalais, c'est-à-dire s'exprimer, mais pas de manière violente. Parce qu'on a tous des liens de sang, on a tous des liens de famille. Entre le Toucouleur et le Sérère, on se rejoint. Et quand vous voyez la liste des victimes, il y a des Sow, il y a des Badian, c'est le Sénégal. C'est l'unité nationale qui a été fragmentée. Et notre rôle, nous, en tant qu'acteurs politiques, est d'y remédier. Et aujourd'hui, quand je vois le mouvement de M2D qui veut faire des manifestations, après j'ai appris que ce sont des rassemblements, je dis qu'il ne faut pas mettre l'huile sur le feu. Il ne faut pas mettre l'huile sur le feu. Parce qu'ils disent que le président n'a pas abandonné, il a reculé pour mieux sauter. Le président, je le connais. Et j'ai confiance. Pardon? Il ne faut pas oublier qu'il a fait 8 ans de pouvoir oui, avec monsieur Dia. Oui, on va discuter. Moi, je vous ai écouté sagement, avec respect d'ailleurs, parce que tout ce que vous avez dit, ça a été très pertinent. Et l'idée, c'est ça aujourd'hui. Je sais que le président, au fond de lui, il a toujours œuvré pour que le Sénégal rayonne partout dans le monde. Et aujourd'hui, quand on voit cette violence, moi, c'est ça, l'appel que je lance à l'ensemble des acteurs politiques, et de freiner cet engrenage de violence. Parce qu'on a vu des pays voisins qui ont versé un petit peu dans la violence, espérant conquérir le pouvoir par la force. Et ils se sont rendus compte que c'était un chemin erroné. Quand on veut avoir le pouvoir, c'est par le biais des urnes. Et c'est en 2024 que les Sénégalais décideront de leur sort. Et on ne peut pas procéder de cette façon que je récuse. Et il en est ainsi de la politique partout dans le monde. Aujourd'hui, il faut tirer les enseignements de ces faits-là pour permettre au peuple sénégalais de rebondir et de rebondir avec brio pour laisser un héritage à nos enfants. Parce que j'ai vu des jeunes de 13, 14 ans qui n'avaient pas compris. Parmi la foule, on a été infiltrés. J'ai vu des visages violents, exacerbés par cette tension qui voulait en découdre. Revenons à la raison. C'est cet appel que je lance et nous devons tous y travailler pour avoir cette paix dans notre pays. Merci. Bouna Kanté l'a souligné tout à l'heure, au niveau de l'autorité, notamment le ministre de l'Intérieur, vous l'avez entendu, certains responsables, le ministre des Affaires étrangères, ils ont même dit qu'il s'agit de forces occultes qui étaient derrière les manifestations. Oui, ça c'est le ministre de l'Intérieur qui a dit ça. Bouna a abordé beaucoup de sujets. Il a parlé même des pères fondateurs. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que Macky Sall, depuis qu'il est là, il est en train justement de déconstruire tout ce que les pères fondateurs avaient fait. Que ce soit le code électoral consensuel de 92, qu'on a eu du mal à bâtir, où des gens sont morts pour ça, les gens sont partis en prison pour ça. Ce code, à partir duquel il a été élu président de la République, il l'a battu en brèche, il a totalement déconstruit. Les arrestations, il a battu le record des arrestations. Si je vais sur ma page Facebook, je me suis amusé à compter le nombre de gens mis en garde à vue longue durée et mis en prison. Depuis 2012. Depuis 2012, c'est incroyable. Vous savez, la paix, ça se construit à deux. Il faut 2 personnes pour dialoguer. Sinon, vous avez un Djambar et un Yafous. Et comme nous, on ne veut pas être des Yafous, la logique, elle émane d'elle-même. Nous avons écouté M. Macky Sall lors de son allocution avec ses conseillers en communication, les coupures, on sentait ces montages, on n'a pas senti la sincérité. On le connaît bien, hein, j'ai dit tout à l'heure que quand même sur les 12 ans de pouvoir de Wade, Macky Sall a été aux premières loges pendant 8 ans. Je crois que les gars de la paix, souvent, ils l'oublient. Parce que quand pendant 8 ans, il a partagé des choses extra. Moi, tout ce que j'ai fait à Fatick, c'est à cause de Macky Sall. Son quartier là, Pelga, là-bas, le Nîmes là qui était devant la porte de Macky Sall, le attaque qu'on faisait là-bas, je connais. Donc, mais il faut qu'à un moment donné qu'on se dise des vérités, parce que ce pays nous appartient tous. Les gens vont passer. Il n'y a pas de Deus ex machina. Senghor est passé là, il est parti. Abdou Diouf, c'est fini. Ablaye Wade, terminé.
Macky Sall également, ça va être le même sort. Ce que moi je lui souhaite, c'est qu'il puisse partir la tête haute, qu'il aura le sentiment d'avoir rendu un grand service à son pays. En faisant quoi? En nous laissant un État intact, avec des institutions fortes. Mais cette chasse aux sorcières, depuis qu'il est là, entouré des socialo-communistes qui sont en train de le braquer sur tout le monde, qui identifient des dangers partout et qui travaillent très mal. On parle de la levée de l'état d'urgence sanitaire. Oui, couvre-feu, machin, minuit. Qu'est-ce que les gens font dehors à partir de minuit à 5 heures du matin? Parce qu'ils ne veulent pas dire que je recule. Mais ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne. Si encore une fois on faisait des couvre-feux, on en profitait pour nettoyer les marchés, pour nettoyer là, pour désinfecter, pour traiter là où il y a les agréments, on peut comprendre. Et si on dit qu'on va lever l'état d'urgence sanitaire, on a eu combien de cas presque 200 cas qui actuellement de comment il s'appelle de cas positifs. On a 10 morts aujourd'hui. Ça dit au moment où ça augmente, ou en tout cas la parabole est en plateau, c'est là où Macky Sall nous dit bon, on va lever l'état d'urgence sanitaire parce qu'apparemment il y a un bien. Il n'y a pas de bien. Il y a le problème de vaccination. On a eu 200 000 vaccins qu'on nous a offert. Encore ce débat, il faut le clarifier, parce que tantôt on dit qu'on a acheté, tantôt on dit qu'on l'a offert. Donc il y a toute une nébuleuse qui font que les gens ils sont dans le doute. Et c'est ça qui fait que justement pendant ces événements, tout le monde est descendu dans la rue. Donc c'est aller au-delà de la personne d'Ousmane Sonko et de son parti. Non, ces gens-là, ce n'est pas des militants de Pastef. C'est l'erreur qu'ils commettent. C'est des gens qui c'est le ras-le-bol. Les gens en ont marre de cette situation. Cette Covid-21, le corona business. Ils ont enrichi leurs militants. Même le transport des marchandises là, ils ont amené des camions de mbalites, d'ordures pour profiter du marché du transport. On les connaît, qui sont devenus des milliardaires. Les Sénégalais les voient. C'est tout ça qui a comment dire ça, la soupape là de la marmite a finalement éclaté. Et c'est ça, il faut que le président ait une bonne lecture de tout ça. Mais faire une couper-coller dans le discours, on sent même c'est souvent très mal fait, c'est comme au théâtre ce soir. Ça, il faut reconnaître que ça, les Sénégalais en ont assez. Ce que nous voulons, vous avez dit jusqu'en 2024. On verra, hein, 2024, on le lui souhaite. Mais tel que c'est parti là, c'est pas bon du tout pour lui. Et il faut que la lucidité d'avoir une bonne lecture de ce qui est en train d'être fait actuellement au Sénégal. Les gens ont peur, les gens sont désespérés, c'est 350 milliards. Moi je me souviens, moi j'étais directeur du Trésor du Sénat. Quand Macky Sall a pris le pouvoir en 2012, il y avait quoi là? Il y avait les inondations. Mais il a supprimé le Sénat parce qu'il avait dit qu'il devait prendre les fonds du Sénat pour les allocations du Sénat, qui n'étaient pas beaucoup d'ailleurs, parce qu'il a dit 8 milliards, ce n'était pas 8 milliards. Non, on n'a jamais eu 8 milliards. On avait 3 milliards 200 millions avec les salaires, le carburant, les gna-gna, pratiquement il ne restait plus rien. Il a dit qu'il va les affecter à la lutte contre les inondations. Mais il y a un problème autrement plus grave, la situation des jeunes, de l'emploi. La neige, c'est un échec. Le SPNPJ, c'est un échec. DER, c'est un échec. On parle de Prodac, des milliards à gauche, à droite, qu'on n'a jamais clarifié. Les gosses ne croient pas à l'emploi. Ce qu'ils devaient faire, si vous voulez qu'on le croie, c'est de mobiliser les ressources qui sont actuellement, qui n'ont rien à faire. Comment ça s'appelle? Au conseil des dialogues de machin, des institutions budgétivores, les institutions budgétivores à rien. Le parallélisme des formes. Quand il y avait les inondations, il a dissous le Sénat, il a pris l'argent, il a dit qu'il va affecter aux inondations. Mais ça, c'est un problème autrement plus grave. Les 350 milliards, où est-ce qu'il va les trouver? Il dit qu'il va faire des aménagements budgétaires. Déjà, ça ne suffit même pas, le budget du Sénégal ne suffit même pas. Tellement de problèmes. Hein? On a vu les hôpitaux, hein, ce qui se passe dans les hôpitaux. La dette intérieure n'est pas payée. Où est-ce que le président Macky Sall va trouver ces 350 milliards? À moins de faire de la magie. Donc nous, on l'invite à avoir la lucidité de la situation.
essayer de parler avec qui il doit parler. Ce pays, tu l'as dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi, c'est un pays qui nous appartient tous. Il est vrai que moi je suis dans l'opposition et résolument dans l'opposition. Mais Georges, moi j'ai une faiblesse. J'aime l'ordre. J'adore l'ordre. Mais je n'aime pas l'injustice. Cette histoire de Sonko, personne ne vous croit. Personne ne vous croit. C'est la première fois moi, que je vois un leader, un responsable qui a une accusation aussi infamante que le viol, et que toute la nation se dresse comme un seul homme pour se mettre derrière lui. Moi je n'ai pas soutenu Sonko pendant les élections présidentielles. J'étais dans la coalition de Idrissa Seck, Mourok Sow là. Hein? Et moi c'est lui que j'ai soutenu. Mais actuellement la cause de Sonko, pour être lucide, parce que moi on vous entend là, avec vos trucs, vous n'avez pas compris de ce qui se passe dans le pays. Nous ne sommes pas des militants de Sonko. Nous ne l'avons pas soutenu pendant les élections présidentielles. On a même peut-être des observations, des critiques à formuler. Mais sur cette cause-là, tout le monde est avec Sonko parce que vous êtes habitués des coutumiers des faits. On a vu le cas Karim Wade. Vous l'avez accusé ici d'enrichissement sans preuve. Vous avez créé une institution qui n'existe qu'au Sénégal. L'inversion de la charge de la preuve, avec la créée. Et c'est l'actuel ministre de l'Intérieur qui en est l'artisan. On ne peut plus vous croire. Je pense qu'il faudrait changer de discours. Nous allons nous parler, les yeux dans les yeux. Je vois d'ailleurs que vous êtes en blanc, parce qu'on avait demandé de faire le deuil aujourd'hui en blanc, tout le monde se met en blanc. J'ai vu que vous êtes habillé en blanc, je vous félicite pour ça, en attendant. Bon. Mais le fait de vous couper là, de vous la faire hier, alors qu'on avait dit on fait aujourd'hui, pourquoi chercher coûte que coûte la confrontation? Voilà, monsieur Dieng vous a interpellé sur beaucoup de sujets, mais effectivement, est-ce que quand on va vers l'apaisement, quand on souhaite l'apaisement, est-ce qu'il ne faudrait pas poser des jalons qui accréditent cette thèse de la volonté de l'apaisement, notamment en arrêtant par exemple les arrestations ça et là, notamment parmi les manifestants? Donc monsieur Dieng, je l'ai écouté, hein, je ne l'ai pas coupé, donc vous voyez que la justice, la démocratie, il faut déjà... Dialogue, hein, oui, absolument. Donc je vous ai pas coupé. Un peu, là, le Saf-Safal, on est à un moment crucial de l'histoire du Sénégal. On n'est plus dans les Saf-Safal ou dans les Jumbo. Il faut qu'on se parle. D'accord. Vous n'avez pas le sens de l'humour. Non, je l'ai justement. Mais c'est pour vous dire de vous expliquer. C'est juste pour vous dire que, comme vous l'avez dit, et là où je vous rejoins, l'heure est grave. Et il faut une analyse lucide. Vous avez parlé tout à l'heure de la lucidité du président. Le président, c'est un homme lucide. Ça, un homme lucide. Et je vous le rappelle, pour que vous puissiez intégrer ce paramètre-là. Il ne prend pas des décisions comme ça. Ça, c'est le premier point. Sur cette vague d'arrestation, vous êtes de l'opposition, mais vous aimez l'ordre, c'est ce que vous venez de dire. Pendant cette manifestation, on a vu des personnes armées. On a vu des personnes qui ont été saccagées des maisons, filmées par les caméras. On a vu des personnes qui sont rentrées dans des zones militaires, les casernes de gendarmerie, pour subtiliser des armes. Et là, vous voulez qu'on passe l'éponge. Et puis, qui vous? Non, mais vous. Parce que vous dites qu'il y a une vague d'arrestations. Les arrestations, on les mobile. On ne se lève pas comme ça, vous n'êtes pas arrêté aujourd'hui. Vous circulez librement et vous allez... Laissez-moi terminer, monsieur Dieng. Moi, je ne vous ai pas interpellé. Oui, non. Mais ça, ce que vous faites là, je peux le faire. À chaque fois, vous coupez quand on dit des choses pertinentes. Mais moi, j'ai la sagesse de vous écouter. Parce qu'aujourd'hui, on est à un moment donné où nous devons nous écouter. OK? Ceux qui sont arrêtés, vous vaquez librement à vos occupations, on ne vous a pas arrêté. Il en est de même pour Georges Nesta. Ceux qui ont été arrêtés, il y a des raisons. On ne peut pas prétendre qu'il y a une manifestation et être hors la loi et dire, bon, on efface tout, on n'a rien vu et tout va bien comme le meilleur des mondes. Je ne suis pas d'accord. Le Sénégal est un état de droit. Et un état de droit, que ce soit les gouvernants ou les gouvernés, ils sont logés à la même enseigne. Quand on veut manifester, on est tout à fait d'accord. Mais pas, vous l'avez dit tout à l'heure, avec ce degré de violence. Depuis quand on manifeste avec des armes à feu dans ce pays? Depuis quand?
c'est vous qui devez être lucide. Parce qu'aujourd'hui, on a franchi la ligne rouge et vous n'êtes pas conscient de cela. Vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu et c'est pour ça que je dis il faut qu'on s'écoute. Et le vous, c'est qui? Je m'adresse à vous et à l'opposition également. Et à l'opposition, des gens qui sont là pour allumer. On n'est pas dans ce registre. On parle de paix, on parle d'apaisement. Nous devons avoir un discours responsable. Les arrestations, ce n'est pas ex nihilo. Il y a des motivations, il y a des raisons. Nous avons une justice qui fonctionne régulièrement. Et ces gens-là qui sont arrêtés, ils peuvent prendre des avocats pour qu'on puisse vérifier la véracité des faits. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se lever comme ça, dire on a arrêté, ainsi de suite, pour exacerber cette tension au niveau de la population par des manipulations. Et c'est ça que nous devons arrêter. La chasse aux sorcières, je ne vois pas, très sincèrement. Vous avez fait allusion à beaucoup de choses, créées, etc. Mais revenons à la réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une citoyenne a porté plainte devant la justice contre un acteur politique. Si vous êtes mépris de justice, vous devez normalement laisser la justice faire le travail pour la manifestation de la vérité. Mais il vous a dit tout à l'heure que beaucoup de Sénégalais ne sont pas convaincus par les accusations portées contre le leader Ousmane Sonko. Mais justement, il y a des Sénégalais qui ne sont pas convaincus et il y a d'autres Sénégalais qui sont convaincus. Donc aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout pour édifier les Sénégalais. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Mais laissez la justice faire son travail, comme je viens de le dire. Absolument. Donc aujourd'hui, il ne faut pas entraver le déroulement normal de la justice. Et moi, je suis inquiet quand on voit des officiers supérieurs qui, par des manipulations, motivés, je ne sais pas par quel sens de l'honneur, sortir des PV, démissionner alors qu'on sait qu'un officier, quand il démissionne, il l'adresse au président de la République. Vous voyez que la procédure est biaisée au niveau de l'enquête préliminaire. Donc les Sénégalais veulent savoir, parce qu'il se passe des choses qu'on n'a jamais vues au Sénégal. Il faut laisser les choses se passer normalement. Maintenant, sur le terrain du dialogue, sur le terrain de la discussion, quand on parle de nébuleuses, les vaccins, dons, etc., soyons sérieux. Soyons sérieux. J'ai entendu l'opposition encore mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas responsable. C'est pas responsable. Aujourd'hui, nous devons avoir un discours de paix. Vous savez pertinemment que quand cette Covid est arrivée, le premier cas, le 2 mars 2020, le président n'a ménagé aucun effort. Il a pris une série de mesures. Vous parlez de la dette intérieure. 320 milliards a été débloqué pour permettre à ces entreprises de faire face, d'avoir de la trésorerie. Au niveau fiscal, il y a eu des allègements qui ont été accordés, octroyés aux Sénégalais. Au niveau des ménages, vous avez vu, Thiep, etc. Mais cette deuxième vague, cette violence, parce qu'il n'y avait pas de Thiep, il n'y avait pas de diouline, que les gens sont sortis. Quand on met en place des solutions pour alléger la souffrance des Sénégalais, au lieu vraiment de fédérer pour le bien-être des Sénégalais, on a tendance toujours à taper sur les mesures. Et cette deuxième vague, vous avez vu cette violence? Parce que les gens, peut-être, avaient du mal à joindre les deux bouts. Donc cette première phase où le président est allé apporter vraiment aux familles des soutiens, que ce soit matériel, que ce soit financier ou alimentaire, je pense que nous devions tous le saluer. Mais ça a été pris en dérision pour dire voilà, on n'en a pas besoin. Alors qu'aujourd'hui, l'avenir nous montre qu'il y a des Sénégalais qui en avaient besoin. Au niveau des familles, il y avait une période de trêve pour les expulsions locatives. C'était des mesures importantes. Pour l'eau, l'électricité, il y avait des mesures. Et pour vous montrer que cette crise a vraiment remis en question les bases de notre système social, cette diaspora qui envoyait chaque année plus de 120 milliards de francs CFA, plus que l'aide économique au développement. Le président a pris 12,5 milliards pour venir en aide à cette diaspora.
Cela veut dire que la crise est allée à un niveau tel que l'État devait venir en soutien à ces Sénégalais et on l'a fait vraiment comme cela se devait. Donc, Monsieur Dia, moi je vous invite à la raison, je vous invite à l'apaisement et non pas vraiment véhiculer ces discours-là, parce que tous les Sénégalais aujourd'hui veulent la paix. Et le jour qu'on va basculer, on saura que signifie la paix. Parce qu'il y a des pays qui ont été traversés par des guerres civiles. Quand on parle de guerre civile et quand on parle de guerre, cela veut dire, c'est pas des balles qu'on tire à droite à gauche. Cela veut dire que la population a faim. Cela veut dire que la population ne peut pas se déplacer. Cela veut dire que les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Cela veut dire que les femmes ne peuvent plus aller au marché. Cela veut dire que Internet est coupé. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ça ne caractérise pas l'homo habilis sénégalais, cette violence-là. Et je pense qu'on est allé à un tel niveau où nous devons nous ressaisir. Et je salue nos ressorts sociaux, ces chefs religieux, qui ont toujours joué un rôle important. On a vu Serigne Fallou le faire, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit que le Sénégal a quelque chose que les pays n'ont pas. Beaucoup de pays ont explosé dans la région. Quand on fait une lecture géopolitique, et ceux qui voulaient le pouvoir ne l'ont pas eu finalement. Ils ne l'ont pas eu. Donc il faut qu'on arrête. Justement. Et qu'on revienne vraiment aux fondamentaux. Parce que je vous l'ai dit et je le répète, si on veut le pouvoir, il faut aller aux urnes. Il faut aller aux urnes. Justement, merci Bouna. Mais M. Dieng, comme il l'a dit tout à l'heure, hein, il faudrait peut-être, on est arrivé à un moment où il ne faudrait pas seulement taper d'un seul côté. Il faut peut-être parler au pouvoir, au tenant du pouvoir, demander à l'État d'alléger, en tout cas, ou d'arrêter ces les arrestations au niveau des manifestants. Mais au niveau, vous aussi, de l'opposition, il faudrait aussi que vous reveniez à la raison et ne pas jeter de l'huile sur le feu. L'opposition est toujours revenue à la raison. M. Kanté est en train de faire une profession de foi. Il m'interpelle, après il dit, oui, vous êtes en train de vous couper. Oui, vous, les pyromanes, vous avez les solutions, vous avez les clés. Diamadi, c'est entre vos mains. Si vous arrêtez vos arrestations là, vous faites un code électoral fiable, un fichier bien, comment on dit ça, audité et fiable, hein, au lieu de faire vos mouroums des élections là, vous érigez en voleur d'élection, il y aura la paix dans ce pays. Mais je vous ai dit, la paix, ça se fait à deux. Sinon, il y a un Djamba et un Yafous. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, évidemment, c'est la paix. Ils ont fait un gouvernement, j'allais dire, si on fait en navigation maritime, j'allais dire, comme on a des bateaux qu'on appelle les bateaux Kira-Terre, Kira, Q-I-I-R-A-T. C'est un gouvernement Kira-Terre. Moustapha Agnès, Assemblée nationale. Quand on mange, la bouche que les Africains disent, la bouche qui parle ne mange pas. Ousmane Tanodien veut que Dieu ait son âme au territoire machin avec tes gars. Machin. Mbourok Sow, comment ça s'appelle, aux collectivités machin, avec l'argent des Sénégalais. C'est-à-dire ils achètent la paix politique avec l'argent des Sénégalais. Ça, c'est pas du travail. Ils oublient. Ils avaient la paix politique. Nous-mêmes, on était inquiets parce que nous, l'opposition a été décapitée. Quasiment quand Idrissa Seck est parti à Mbourok Sow, il ne restait plus rien. Vous êtes devenu orphelin, mais on vous a réduit à votre plus simple expression. À notre plus simple expression. Mais ils ont oublié la paix sociale. Ils ont oublié que la marmite, comme je vous dis là, c'est Feu Sidi Lamine d'ailleurs qu'il disait que Dieu est son âme. Quand il disait, il faut parfois ouvrir le couvercle pour que tout le monde. Ils ont oublié d'ouvrir le couvercle pour que Tcholol Bigen, ça a éclaté. Sonko a été l'occasion. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas savoir. Ils nous traitent de pyromanes. Alors que nous, on n'a rien fait. Nous, on était chez nous, tranquilles. Hein, ils ont fait le petit machin là, le gosse Mbaïla de Thiès là. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait avec Adja Sar machin. On avait Thiès ensemble, on se connaît. Hein? Ils ont éclaté le problème. Et là où moi j'ai de l'admiration pour Sonko, il a refusé d'être la vache là qu'on amène à Seras. Ce qu'on a fait à Karim Wade. Au départ, on disait, ouais, il faut quoi en la justice de mon pays? Machin, condamné. On a dit, ouais, après il va aller en appel. Confirmé. Après, exil. Khalifa Sall, on a dit, non, je crois en la justice de mon pays. Machin,
etc. fu mu mujj prison pendant combien de temps Sonko a refusé. Et c'est là où plaît aux Sénégalais, c'est son côté guerrier où les gens sénégalais se sont identifiés à ce côté guerrier de Sonko. waaw ñun ñoo ko mag fuuf njëkk ko ci politique njëkk ko ci ay responsabilités. Vous n'êtes pas des guerriers. Non, mais attends. Tu m'as dit, tu veux pas que je te coupe, tu me coupes. Continue. Hein? Tu le dis, mais Macky Sall ne le dira pas. Ouais, il le dit, mais Macky Sall ne le dira pas. En 2000. Et je me demandais si tu te connaissais avant. Restons la courtoisie dans le débat et ça va bien se passer. J'ai dit, ce qui a plu beaucoup de Sénégalais dans le cas Sonko, c'est qu'il a refusé d'être la vache là qu'on va amener à Seras. Comme il dit, personne ne voit ça. Il a dit dana metti, on va mélanger mais seen loxo dina takk. Et cette détermination, c'est ça qui a polarisé plus la situation globale, la jeunesse. Nos enfants, c'est des master 1, des master 2. Moi, quand je vois mes filles là, j'ai pitié. Stage, stage, je dis même pas un emploi, stage. Est-ce que ces gens-là sont au courant de ça? Ils avaient compté sur les bourses de sécurité familiale là, en pensant qu'ils pouvaient acheter le vote des Sénégalais. Nous, on avait dit à l'époque, c'est pas bon la bourse de sécurité familiale, parce que ça appauvrit, ça n'anoublit pas la personne. Il faut faire des bourses scolaires. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais une bourse scolaire parce que j'étais orphelin de père. Ça, au moins, qui contribue à l'éducation. La plupart des gosses qu'ils dénoncent, mais parce que Django, hein, il y a des gens, voilà le problème de l'aide. Quand on n'affabilise pas une population, quand on a une population instruite, on envoie du tout. L'école a échoué. Les gosses sont laissés à eux-mêmes. Donc, ce sont ces petites combinaisons qui font aujourd'hui, qui sont dans une sorte de traquenard, ils sont rentrés tout seuls et vous allez en sortir tout seul. L'opposition, ce qu'on a demandé aujourd'hui, c'est de nous retrouver dans un rassemblement pacifique. Même les marches, on est dans le régime déclaratif. On ne cherche plus d'autorisation de marche. On fait une déclaration de marche. Mais ces gens-là refusent. Chaque fois que vous demandez, au lieu d'organiser l'encadrement de... Vous marchez alors que de l'autre côté, on vous tend la main vers l'apaisement. Qui tend la main? C'est pas le dialogue là qui n'a même pas fini. Il y a 8 commissions dans le dialogue. Aucune commission n'a déposé de rapport. Moi, je suis membre du dialogue politique. Il n'y a que la commission politique qui a fait un pré-rapport, un rapport d'étape. Dialogue bi jeex na, ça a été un dialogue alibi. C'est pourquoi quand il appelle les jeunes là, je le dis, les jeunes là, il faut faire attention parce que nous, on est tombé dans ce traquenard là, hein, ce dialogue alibi, ce dialogue piège, l'éducation des jeunes. Il faut qu'on en parle sérieusement. Les états généraux de l'éducation, il va recevoir ces jeunes là d'ailleurs. Mais non, ça va être comme le dialogue, ça va être du théâtre. Je vous dis, en matière d'emploi, on n'invente rien. Du temps de Diouf, quand Diouf est arrivé ici président en 1981, il a entrepris l'emploi, surtout en direction de diplômés de l'enseignement supérieur. C'est l'expérience des maîtrisards. Oui. On a vu ce que ça a donné. Wade est venu, il a également fait une politique en direction des jeunes sans emploi. On a vu ce que ça a donné. Mais ces gens-là, en venant avec le Yonou Yokote, ce qu'ils devaient faire, c'est d'abord faire l'évaluation de ce qui s'est passé avant. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Mais ils ont pris tous ces gens-là pour des ignares. Ils ont amené l'ADR, ils ont amené Prodac, ils ont amené, alors c'était des séries de scandales en cascade. Et maintenant, ce qui vous reste de votre législature, de votre mandat, nous on vous invite quand même enfin à avoir des oreilles et à écouter les gens. On va vous dire, on va analyser ce qui s'est passé en emploi de jeunes depuis qu'on a institué ces systèmes-là, donc depuis Diouf, en passant par Wade. On a même tenté d'amener des gens en Europe pour qu'ils des cueillettes en Espagne et tout ça là, les gosses ont disparu dans la nature. On a eu les expériences les plus variées, les plus extraordinaires. Mais parlons de ça, il est d'improviser. Ces jeunes-là, si tu les appelles, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, tu l'appelles. Et ils prennent l'emploi, les problèmes de l'emploi, ils donnent à des gens qui n'ont jamais travaillé. Tu nommes un ministre de la jeunesse, un ministre de l'emploi, quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Comment il peut trouver du travail pour ses copains? Il faut des gens quand même qui ont de l'expérience. On a quand même des experts dans ce pays. On a l'assistance du Bureau international du travail. Des gens sont prêts à faire des financements. Les Italiens, ils avaient initié un projet avec Dalungay, qui avait beaucoup de succès.
ils sont venus ici au Sénégal pour prendre des cordonniers, des jeunes cordonniers à Ngaï Mekhe, pour les amener en Italie et les former en cordonnerie. Ce projet-là a capoté. Parce que vous voulez donner ça à leurs copains. Donc, voilà, Kanté, une série de problèmes qui est là sur la table, qu'il faut regarder en face. Justement. Oui, justement. Sinon, vous avez encore soulevé beaucoup de problèmes, mais là, M. Kanté, parmi les solutions proposées par M. Dien, il y a même certains qui disent qu'il faudrait véritablement aller dans un remaniement ministériel parmi tant d'autres solutions. Bon, avant de venir de répondre à votre question, je voudrais rebondir par rapport à M. Dien, qui a parlé de l'audit du fichier. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui veut qu'on aille plus loin dans l'audit. Nous sommes prêts. Oui, mais... attendez, non, ne coupez pas. D'accord. Quand même, sinon... Vous avez la parole. Vous avez la parole, justement. Allez-y. Donc, vous avez voulu que le fichier soit audité. Nous sommes prêts. Et je lance un appel ici, de manière solennelle. Nous sommes prêts. Arrêtez vos clivages et vos petits jeux de l'opposition et allons à l'essentiel. Ça, c'est la première réponse. Au niveau des agences dédiées à l'emploi des jeunes, en 2002, quand Wade est arrivé au pouvoir, ça n'existait même pas au Sénégal. Quasiment pas. C'est l'ancien président de la République qui a commencé à impulser cette dynamique avec un budget au départ de même pas 20 milliards. Aujourd'hui, on est allé vers la rationalisation de ces agences, parce qu'il y en avait à floraison, pour avoir un cap. Et c'est ce qu'on a fait. Au niveau de l'ADER, même si vous jetez l'opprobre sur cette agence-là, moi je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui ont été financées. L'ANPEJ est là également. Le FONGIP est là également. Au niveau des agences, nous pouvons citer le 3FPT, qui est là pour s'occuper de la formation des jeunes. Parce que nous avons aussi, M. Dien, un problème structurel. Vous avez de la chance d'avoir des filles qui ont été à l'école, mais tous les Sénégalais n'ont pas cette chance. Il y a des jeunes, aujourd'hui, qui n'ont aucune formation, aucune qualification. Ce matin, j'étais en entretien avec 40 jeunes pour leur permettre d'intégrer le monde de l'emploi. Mais ils n'avaient aucune qualification. Donc le premier défi à relever, M. Dien, c'est le défi de la formation. C'est un problème structurel qu'il faut relever. Et aujourd'hui, il y a pléthore en l'espèce pour permettre aux jeunes d'avoir une formation. Parce que chaque année, M. Dien, il y a plus de 350 000 jeunes qui viennent dans le marché de l'emploi sans qualification. Aujourd'hui, la NSD, ce sont des statistiques. Il y a 2 500 000 de jeunes qui sont là, qui demandent des emplois, et pas avec grand-chose. Mais Georges Nessa, votre métier de journalisme, vous avez été à l'école, vous avez appris. Si vous n'avez pas ce minimum de diplôme, on ne vous aurait pas recruté ici. Il en est de même que vous. Donc aujourd'hui, le message que nous devons véhiculer, le message responsable, c'est dire aussi aux jeunes d'aller se former. Et quand le président dit, je vous ai compris, il a mis en place des mesures, le Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Il va les réunir, je pense, le 10 avril. Et ça, c'est hyper important. Il va discuter avec les forces vives de la jeunesse pour trouver avec ces jeunes-là les solutions adaptées. Parce qu'il y a un cri de la jeunesse et on a été réceptifs. Nous avons des oreilles, nous avons même des paraboles si vous voulez. Nous avons bien compris et nous avons entendu ce message de la jeunesse et nous allons y remédier. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le président Macky Sall est un président lucide. Donc il faut arrêter de ressasser, de revenir sur ce qui est passé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce que si vous continuez comme ça, je vais vous mettre dans le camp des opposants frustrés. Et je pense que vous pouvez apporter quelque chose par rapport à ce pays-là, parce que vous avez un vécu. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est votre discours qui me... Non, vous me laissez terminer. Non, je vous ai écouté gentiment, vous me laissez terminer. Ouais. Donc aujourd'hui, au niveau du... C'est le monde qui est en effervescence. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, au Capitole, la plus grande démocratie
la première démocratie. Mais ils sont allés au Capitole, ils ont saccagé. La différence, c'est ce degré de violence qu'on n'a jamais vu. À Amsterdam, vous avez vu ce qui s'est passé en Hollande. Parce qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, la cocotte minute risque d'exploser. C'est ça qui s'est passé. Et nous avons pris vraiment toutes les mesures nécessaires pour essayer d'apporter des solutions, les solutions idoines face à ce problème. Pour dire plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. C'est le discours que nous devons tous avoir. Et non pas dire oui, il y a ceci, il y a cela, et tout ça là. On ne va pas construire le pays. La jeunesse a besoin de formation. C'est l'employabilité des jeunes. Le président en a fait beaucoup, énormément. Vous avez vu les centres de formation qui ont été construits un petit peu partout dans le pays pour permettre à cette jeunesse de se former. Donc c'est le mandement ministériel qui évoque certains n'est pas la solution. C'est bien de me relancer parce que j'allais terminer par ça. Le président de la République, il sait pertinemment qui sont ses collaborateurs, avec qui il travaille. Ça, ce sont des prérogatives qui lui incombent et pas à M. Kanté. Je ne me permettrai pas de me mettre à la place du président pour émettre des jugements à ce niveau. Mais je pense que l'essentiel, il l'a compris et Inch'Allah, et j'en suis convaincu, il apportera les mesures nécessaires parce qu'il a parlé à son peuple et il a compris cette souffrance de la jeunesse et il a vraiment... Est-ce que M. Dieng, vous êtes d'accord avec cela qui demande la démission du ministre de l'Intérieur, de la Justice, le ministre de etc. l'Intérieur, on ne peut pas... Quelqu'un quand même qui s'est... On a vu dans le cas de la CRI, tout ce qu'il a fait comme... Ça vraiment... je crois qu'il faut revoir, poser le problème d'ailleurs du profil des procureurs de la République. Parce que procureur, c'est celui qui prend soin des biens du pays. Donc, c'est des gens que je vois très peu s'autosaisir quand il y a des intérêts supérieurs du pays qui sont menacés, faire des enquêtes, quand il y a des suspicions réelles. La plupart des procureurs que nous voyons ici, en fait, sont beaucoup plus prompts à couper des têtes des politiciens qu'à aller chercher les prédateurs des biens publics. Il y a le coude sur les dossiers. C'est encore une façon de les laisser dans cette mission de chasse à l'homme politique, beaucoup plus à ce qui est leur mission essentielle, qui est la défense des intérêts des publics. On l'a entendu pendant les élections, pendant les émeutes. Les élections, c'est la même chose, parce qu'ils sont habitués à traficoter les élections. Mais je voulais parler de ces émeutes. Quand ils nous parlent de terroristes, quand ils nous parlent des gens là, des brigands avec des mitrailleuses et des bazookas là, que personne n'a vu, à part eux, personne n'a vu. Ils sont même en train d'inventer. Quelqu'un m'a balancé une audio. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Dieng, nous avons un système, un régime déclaratif. On déclare, on marche. En 2020, sur 1200 demandes, il y a eu 17 refus. Parce que quand on demande de marcher ou de faire... On ne doit pas demander, c'est un régime déclaratif. Attendez, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas une autorisation, c'est une déclaration. Cela veut dire que vous ne m'écoutez pas. Vous êtes en train de boire votre mousse de ndox là et puis vous ne m'écoutez pas. Vous n'avez pas cette capacité d'écoute. J'ai dit, rapidement, en 2020, sur 1200 demandes, il y a eu 17 refus. Une déclaration. Mais c'est le mot demande que je n'aime pas. Ok, déclaration. Voilà. Sur 1200 déclarations, il y a eu 17 refus. Donc, c'est 1%. Donc vous ne pouvez pas vous réveiller en nous disant que... Non mais attendez, oui, ça c'est la ritournelle de l'opposition. C'est trop facile de s'opposer comme ça. Il faut une opposition constructive.
Qu'est-ce que tu appelles sur un conseil? Mais c'est de voir les choses en face et arrêter de mettre... Mais donc, ouais, parfois il écoute, mais c'est plus fort que lui. Il ne peut pas écouter. Donc je vous ai donné tout à l'heure les chiffres. Quelques secondes, oui. Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres. Je pense mais les chiffres ne sont pas fiables. Oui, d'accord. Il faut conclure, hein, parce que le temps là, ça passe. Non, vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire. Allez-y, je suis assez grand pour savoir ce que je dois faire. Donc, il faut arrêter de véhiculer de fausses idées, de manipuler l'opinion, parce qu'il y avait une tentative de manipulation de l'opinion. Et aujourd'hui, la vérité est en train d'éclore sur plusieurs sujets. On a vu des PV qui sont sortis, commentés par des journalistes, appuyés par l'opposition. Et ça, c'est dans un état normal. C'est dans un état normal. Cette démarche est malsaine. Et comme je disais tout à l'heure, le clivage là, c'est pas l'opposition, c'est pas le camp présidentiel ou la majorité. C'est ceux qui sont épris de droit, de justice. Ce sont les républicains, ce sont les démocrates, ce sont même les patriotes. Voilà, merci. On me signale que... Et en face, nous avons des personnes violentes